c'est que je n'ai pas eu vos biographies respectives et je dois Ah, modérer ce panel. bon, Donc, mais on racontera un petit peu. voilà, je vous donnerai la parole à chacun pour que chacun fasse sa présentation. Hein? Oui, voilà, on est agile, on va faire comme ça. Par contre, je pense que mon fond, ça va pas du tout. J'ai un tableau. Alors, je me demande si ça vaut le coup que je laisse comme ça. Alors, je pense que oui, tu peux le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais juste voir, parce qu'apparemment, Igor a des problèmes de connexion. Oui, ça se connecte, on le voit, mais on n'entend pas. On l'entend pas, ça met qu'il est en train de se connecter, mais en fait, on le voit, on l'entend pas. Igor, on peut essayer? Allô, est-ce que tu nous entends, Igor? Pas l'impression. Je pense qu'il nous entend pas. Je vais essayer d'envoyer un message et voir. Alors, Igor, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'il nous entend pas, hein? Oups. Bon, on va essayer de tester avec Karen. Bonjour Karen. Il faut activer le micro. Votre micro est désactivé. Vous Là, pouvez activer le micro. vous devez m'entendre? Oui, là, on vous entend. Ok, Et désolé. on va peut-être, vous pouvez enlever le partage juste le temps que nous fassions l'introduction et la Bien sûr, présentation. bien Et sûr. après, on va y aller. Est-ce que comme ça, c'est bien? Oui, là, on voit la présentation que vous alliez faire, mais si vous pouvez l'enlever, comme ça, on va mettre les vidéos juste le temps de démarrer le webinaire, en fait. Ok, c'est bon comme ça? Oui, c'est parfait. Super. Bon, ben, déjà, Bonjour à tous. on va faire nos présentations mutuelles. Moi, je m'appelle Abdoul Alfadia. Je suis le secrétaire général de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, ASPRH, qui fait partie du réseau des associations qui évoluent dans la RH au niveau de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre qu'on nous a demandé de participer en tant que modérateur. Voilà, et parallèlement, je suis consultant en RH et en organisation. Je vais laisser les autres se présenter. On va commencer par Karen, tiens, puisque D'accord. c'est elle qui joue à Ok. l'écran. Bon, désolée pour ces petits couacs, mais je vous ai rejoint, donc tout va bien. Donc, moi, je suis Karen Pariante. Je suis de formation, je suis psychologue clinicienne et je travaille pour un cabinet qui est spécialisé en santé psychologique au travail. Donc, je suis consultante. Au sein de ce cabinet, j'ai particulièrement en charge la responsabilité de tout ce qui est accompagnement et assistance des salariés, voilà, sous quelque forme que ce soit. Et accessoirement, j'ai deux domaines de prédilection. Je suis formée à la prise en charge du psychotraumatisme et je suis également médiatrice en entreprise. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être on va donner la parole on va être galant à Agnella pour qu'elle se présente également. Merci, merci. Donc moi, je suis déjà très heureuse de vous rejoindre et d'être aussi bien, on va dire, aussi bien entourée. Je pense qu'on va bien s'enrichir mutuellement. En tout cas, moi, je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre de vos partages. Donc, je suis Agnès Lavé, je suis entrepreneur donc dans les ressources humaines. J'ai, on va dire, à peu près un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience en ressources humaines avec vraiment un focus sur les métiers du recrutement et de l'accompagnement. Et j'accompagne, enfin, je suis à mon compte avec Agiloya Afrique, qui est un cabinet conseil vraiment orienté donc, sur les problématiques RH et organisationnelles.
d'où effectivement le thème. Et je vais donc partager le fruit des réflexions, on va dire, collectives avec les consultants de cette aventure. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de joie et de bonheur à vous retrouver, à retomber dans l'expérience du webinaire et de l'intervention virtuelle que j'avais, on va dire, quittée il y a quelques semaines et mois. On va se remettre dedans avec joie. Merci beaucoup, Agnella, pour cette présentation fort agréable. Et je donne la parole donc à Igor. J'espère que maintenant la connexion est bonne. Ben, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon? Très bien, parfait. Ok, parfait. Merci, bonjour à tout le monde. Avec quelques difficultés, j'ai pu vous joindre. Et donc, je me présente, je suis Prince Igor Anigra, je suis médecin. Et avec pour tâche, d'abord, je suis directeur du Centre médical de prévention, qui est une structure médicale qui appuie les entreprises dans la gestion des politiques de santé d'entreprise. Donc, la santé, c'est plutôt le travail, le risque de santé et le risque professionnel. Donc, voilà, j'ai toute une équipe de 10 médecins avec qui je travaille, que je coordonne depuis un certain nombre d'années. Donc, nous sommes très au cœur de toute cette problématique des politiques des systèmes de santé, des pandémies sur le travail. Voilà un peu. Donc, je serais ravi de partager avec vous cette expérience que nous avons connue, que nous vivons au quotidien. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je rectifie, je ne dis plus monsieur ni Igor, je dis docteur. Et sans tarder, on va donner la parole à monsieur Koui, que je vois, et après, on va terminer avec Joël Nianzou, que je ne vois pas encore, avant de démarrer la conférence. Monsieur Koui, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Allez-y, vous pouvez vous présenter rapidement, en 1 minute. Voilà, bonjour à tous, je suis Ignace Koui, coach formateur en management et leadership. Et je dirige en ce moment une cellule fiduciaire en charge de la gestion des projets de développement au sein du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Super, merci beaucoup. Et enfin, monsieur Joël Nianzou, qui est notre dernier panéliste, enfin, qui est le dernier panéliste à se présenter. Monsieur Nianzou, bienvenue. Bonjour. Écoutez, c'est une joie pour moi de rejoindre ce panel-là et je vous dis merci. Alors, je suis Joël Nianzou, journaliste communicant, promoteur d'un média qui s'appelle Great Event TV, qui est la première télé dédiée à tout ce qui est événements professionnels mondiaux. Par ailleurs, je suis le patron de Event Assoy Group, une société de médias et de communication. Enfin, je suis le président de la plateforme de la presse féminine de Côte d'Ivoire, donc de la presse féminine de Côte d'Ivoire. Merci. Merci à tous. Écoutez, je pense qu'on a un groupe de panels extrêmement diversifiés et variés qui vont nous permettre vraiment d'enrichir la réflexion. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai la lourde tâche de modérer concerne l'adaptation de l'entreprise face à la crise. Quels apprentissages pour demain? Déjà, moi, ce thème-là me titille particulièrement parce qu'il y a beaucoup derrière les mots, il y a beaucoup de questionnements à se faire et j'espère que vous, en vos qualités différentes et en vos spécialités différentes, vous allez pouvoir nous apporter des éléments de réponse. D'abord, la notion de crise. Aujourd'hui, on est en train de vivre une crise multiforme. On est en train de vivre une crise de rupture de changement, une crise de rupture paradigmatique, si j'ose m'exprimer ainsi. Ça a commencé par une crise sanitaire, c'est en train d'évoluer vers une crise économique. On est en train de voir une crise organisationnelle. Donc, quel type de crise parlons-nous? Et quel est l'impact de cette crise en entreprise? Quels sont les apprentissages? Quelles leçons en tirer? Et voilà un peu ce que nous souhaiterions que vous nous éclairiez avec vos postures et vos positions différentes. Alors, je vais donner la parole à chaque intervenant avec 10 minutes d'intervention pour chaque intervenant. Si vous avez des présentations, vous prenez la main et vous le faites. Et après les différentes interventions, on va recueillir les questions des participants et vous les soumettre soit collectivement, soit individuellement. Voilà, donc sans tarder, je vais rester dans la galanterie et donner la parole à Karen la galanterie et l'hospitalité, puisqu'elle est, j'imagine, la plus loin.
Donc, on va vous donner la parole, Karen, avant que je la donne à Agnella et aux autres. Allez-y, vous avez 10 D'accord. minutes. Alors, par contre, j'ai juste maintenant un 11h42. petit souci pour partager avec vous le petit support que j'ai présenté, parce que j'arrive plus à voir les options de partage. Alors, oui, vous avez… Je l'avais tout à l'heure, mais Quand vous cliquez sur l'écran, normalement, ça doit ressortir. c'est pas le cas. Plus. Bon. Est-ce que vous arrivez à voir la rubrique des questions et réponses ou de la conversation? Non, non, vous êtes en tout petit là et du coup, je n'arrive plus à… Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'arrive plus à quitter… Vous n'avez pas la barre muet, arrêter la vidéo, participant, etc. Ah, ça y est, c'est revenu. Bah, écoutez. Voilà. Alors, partager écran. Hop, on va y arriver. Toc. Parfait. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions qui se posent et en particulier dans le champ, j'ai envie de dire, de l'expérience et du vécu humain, pour ne pas dire psychologique, par rapport à cette période de crise que nous avons tous traversée, que nous traversons encore d'ailleurs, même si elle a bien évolué, elle est assez fluctuante, mais on n'en est pas encore sorti. Donc, les questions qu'on a pu se poser, nous, et qu'on se pose encore, mais sur lesquelles on avance par rapport à notre cœur d'activité, notre expertise en santé psychologique, c'est quels impacts de la crise sur le vécu à la fois individuel des personnes qu'on est amené à accompagner, mais pas seulement sur le vécu individuel, hein, aussi sur le vécu des collectifs de travail. Et quels sont les impacts aussi, à la fois dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine personnel. On va voir qu'il y a un certain nombre finalement d'effets, de ressentis, de vécus, de perceptions qui s'imbriquent et qui rendent plus ou moins compliqué la manière d'appréhender et de faire face à cette période. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aborder ces impacts et surtout les éléments finalement qui constituent ces impacts, un certain nombre de changements auxquels on a pu être tous plus ou moins confrontés, auxquels encore une fois on peut être encore confronté à titre individuel, mais aussi à titre, j'ai envie de dire, de structure, d'entreprise, d'institution, finalement, quelle que soit la nature de ces structures-là. Mais également de s'interroger sur la manière d'y faire face et de les dépasser. Finalement, comment capitaliser sur un certain nombre de bonnes pratiques, sur un certain nombre de leçons que l'on peut commencer à tirer effectivement de cette période-là. Donc justement, c'est quoi les principaux déterminants auxquels les entreprises que l'on accompagne, si je me place dans la chaise qui est la mienne et au sein de mon entreprise, au sein du cabinet pour lequel je travaille, on a pu constater un certain nombre de déterminants auxquels sont confrontées les entreprises et les personnes qui les composent. Le premier de ces déterminants, c'est que les personnes avec cette crise sont confrontées et ont été confrontées à un certain nombre de ruptures. Rupture de rythme de travail, rupture dans les habitudes de travail, les conditions de travail, je pourrais dire de manière plus large, mais du coup aussi, je vous le disais, rupture dans le rythme de vie, la manière d'appréhender aussi la vie à la maison, la vie familiale, la vie sociale, hein, et on va revenir aussi effectivement sur ces liens sociaux. Donc, je parle de ce premier déterminant parce que accompagner
la crise, gérer la crise, faire en sorte que tout un chacun puisse continuer à être en santé et à être mobilisé dans son activité de travail, eh bien, c'est accueillir ces ruptures, les comprendre et du coup aménager un certain nombre de solutions, qu'elles soient individuelles ou collectives, voire institutionnelles, pour pouvoir effectivement faire face à ces ruptures. Deuxième déterminant, j'en ai un petit peu parlé en matière de rupture, mais deuxième déterminant, c'est les modifications à notre rapport au temps. Un certain nombre d'entre nous ont, avec cette crise, vécu le confinement, en étant maintenu dans son activité de travail ou pas d'ailleurs, mais le fait effectivement de ne plus avoir ce rythme de travail, de devoir travailler de chez soi, de devoir travailler dans des conditions plus ou moins, encore une fois, modifiées, est venu aussi modifier, parfois perturber, modifier c'est un terme neutre, hein, mais parfois perturber ce rapport au temps. Accompagner la crise et accompagner surtout les individus face à la crise, eh bien, c'est également prendre conscience de cette modification du rapport au temps qui peut parfois sembler très allongé, qui peut parfois sembler être accéléré. Tout ça va dépendre à la fois de la nature de l'activité, mais aussi de la façon dont tout un chacun fonctionne. Donc, c'est aussi effectivement accompagner la modification de ce rapport au temps. Je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Est-ce que vous souhaitez qu'on garde les questions pour la fin ou qu'on s'interrompe au fur et à mesure? C'est à votre convenance. Moi, les deux me vont. Nous allons garder les questions pour la fin Okay. pour ne pas perturber les intervenants. Okay. Alors, je continue. En plus, je me suis présentée. Je n'ai pas dit que j'étais très bavarde. Je regarde le temps. Il faut que j'arrive à tenir le timing. Oui, il vous reste 7 minutes. Autre déterminant, et celui-là, il ne va pas vous étonner non plus, c'est le fait qu'on a tous été confrontés, on l'est probablement encore, peut-être un peu moins, je ne sais pas, on en discutera, confrontés à de multiples incertitudes. Ça a été l'incertitude sur les modes de... Peut-être déjà l'incertitude de ce à quoi on était confrontés au départ, incertitude sur les modes de contamination, incertitude sur la gravité de ce risque sanitaire. Ça, c'est pour la partie plus sanitaire, justement. Et puis, incertitude sur est-ce que je vais pouvoir continuer à aller bosser ou pas? Si je ne bosse pas, est-ce que c'est temporaire et pour combien de temps? Est-ce que ça risque d'être définitif? Et du coup, c'est quoi les risques par rapport effectivement à mon travail? Et puis, potentiellement des incertitudes aussi dans la sphère très personnelle, incertitudes quant au risque de contamination de mes proches et de la gravité ce faisant, et incertitude sur ma capacité à gérer cette modification effectivement des conditions de travail. Probablement, j'en oublie des incertitudes, mais celles-là sont particulièrement remontées par exemple dans les dispositifs d'écoute et d'accompagnement psychologique que je gère plus spécifiquement. Un autre déterminant sur lequel il faut pouvoir accompagner les personnes et travailler, c'est la transformation du lien social. Le confinement, quand il a rimé avec, ou quand il rime encore avec ne plus voir ses collègues, ne plus avoir accès à certains outils de travail, peut être aussi bien évidemment très perturbant par rapport à l'activité et la possibilité que j'ai de bien faire mon travail, en tout cas de le faire comme j'avais l'habitude de le faire, et perturbé aussi parce que je peux me sentir isolée ou un autre travers qu'on a vu apparaître, je peux me sentir au contraire hyper connectée et du coup hyper sollicitée. Le fait d'être à distance a vu la mise en place, la multiplication des contacts via les réseaux sociaux. Alors, ça a bien évidemment tout un tas d'avantages, mais dans le trop, ça a pu aussi effectivement produire un certain nombre d'inconvénients et une lourdeur, à la fois, j'ai envie de dire, opérationnelle, technique, mais aussi psychique, émotionnelle pour un certain nombre de personnes. Donc là aussi, on a à apprendre finalement de la manière de pouvoir bénéficier de ces progrès et de ces évolutions technologiques, parce qu'encore une fois, elles ont tout un tas d'avantages, sans pâtir des inconvénients quand justement on n'arrive pas à les maîtriser et à les utiliser à bon escient. Dernier point peut-être dans les principaux déterminants, mais finalement qui diffuse un petit peu à travers ce que je vous ai déjà dit, c'est
une vigilance particulière sur le télétravail, en tout cas pour toutes les activités que ça concerne. Tout le monde est à peu près d'accord pour se dire que on ne travaillera plus de la même manière après cette crise, on travaille déjà plus de la même façon, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous et dans beaucoup de domaines d'activité. Le télétravail va certainement être au cœur à la fois des réflexions, voire des négociations dans la manière d'appréhender justement le travail dans beaucoup de domaines et pour beaucoup d'entreprises. Et là aussi, on commence à dégager un certain nombre de bonnes pratiques. Il y en a aussi des mauvaises. Et donc, je pense vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on se dit, c'est que cette crise que l'on traverse va nous amener à apprendre et à progresser sur la manière de conseiller, pour ce qui nous concerne, les entreprises dans la mise en place, le maintien, le développement du télétravail. Alors, je regarde le temps. Hop, ok. Ce qui est aussi très important par rapport à cette crise, en tout cas par rapport à notre appréhension du sujet, c'est que la crise, vous l'aurez compris et vous l'avez probablement vécu à titre personnel comme de manière, comme à l'observation. Cette crise, elle a généré beaucoup d'émotions. Voilà. Parfois vraiment des vécus émotionnels très forts, parfois même pénibles, même allant jusqu'à des vécus, des états pathologiques. Ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on est amené beaucoup à travailler, à conseiller, à accompagner les entreprises, c'est vraiment cette prise en compte du vécu émotionnel. En fonction des cultures, puisque je vous parle de très loin, en fonction des cultures, on n'appréhende pas, on ne vit pas, on ne parle pas, on ne traite pas des émotions de la même manière. Mais il y a quand même une constante qui est être confronté à une crise. Bien évidemment, ça fait vivre des émotions très fortes et en partie très pénibles. C'est important pour pouvoir sortir de la crise, pour pouvoir y faire face d'abord et pour pouvoir sortir et apprendre de cette crise, d'accepter finalement, d'accueillir ces émotions, de les qualifier d'une part, de les comprendre d'autre part, et y compris au sein de l'entreprise. On accompagne beaucoup les directions, les managers, la communauté RH sur ces sujets-là. Vous pourriez me dire, c'est vrai, quel que soit le contexte, même s'il n'est pas de crise, ça a d'autant plus son importance et d'autant plus son sens quand on est confronté effectivement à une crise. Parce que la crise fait vivre des émotions, encore une fois, décuplées. Et il n'est pas si évident que ça que tout un chacun, individuellement et collectivement, s'en sorte indemne. Donc, ça, c'est vraiment un message, si je dois le faire passer et qu'on doit en discuter ensemble par la suite, sur lequel j'insisterai. C'est osons accueillir, ne pas être dans l'évitement, ne pas les rejeter. Osons accueillir ce vécu, ces expériences qui peuvent être d'ailleurs diverses et variées selon les individus, selon ce qu'ils sont, leur parcours de vie, selon j'ai envie de dire la configuration familiale et sociale dans laquelle ils sont, selon aussi le contexte professionnel dans lequel ils sont. Tout le monde ne traverse pas cette crise de la même manière et parfois ces personnes, de fait, ces personnes doivent coexister, cohabiter et co-travailler, si on devait le dire comme ça. Et donc, on ne peut pas faire sans adresser le sujet, effectivement, de l'impact émotionnel de cette crise, c'est-à-dire entendre les craintes et pouvoir, là où on peut agir dans la sphère professionnelle, y réagir, mettre en place des mesures quand on peut les mettre en place, à minima écouter, à minima valider et accompagner, suivre, j'ai envie de dire, le cheminement de cet impact émotionnel puisqu'il en aura forcément un. Merci beaucoup. Voilà. J'ai dit l'essentiel. Je passe volontiers, avec plaisir, la parole à Aniela. Merci beaucoup. Merci, Karen. C'est vrai que l'exercice n'est pas évident. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet large et qu'il est très difficile de
de développer toutes ces idées en 10 minutes, mais vous avez très bien réussi à le faire. Et ce qu'on va essayer, ce que je retiens, en tout cas moi pour ma part, de votre intervention, c'est qu'effectivement, vous avez parlé de beaucoup de ruptures. Et aujourd'hui, cette crise, sa particularité, c'est qu'elle amène des ruptures. On n'est plus dans une logique de transition où il y a un peu de douceur, mais on est dans une logique de rupture, de cassure par rapport à un autre monde. Et vous avez parlé de ruptures multiples sur tous les plans, de modification de notre rapport au temps. Effectivement, ça aussi, c'est très important. D'incertitudes qui apparaissent sur notre situation sanitaire, sur notre situation professionnelle et de transformation du lien social. Et il est vrai que on est en train de plus en plus d'entrer dans une forme de virtualisation des relations qui va entraîner une désocialisation au sein de l'entreprise et il va falloir gérer tout cela. Et je pense que la suggestion que vous faites, c'est de développer l'intelligence émotionnelle. Comment développer à côté de son quotient intellectuel, comment mesurer son quotient émotionnel et être en mesure de le développer. Donc, je pense que c'est un premier point de vue extrêmement intéressant. On va donner la parole à Agnella, qui va, elle aussi, nous apporter son angle de vue. Excusez-moi, hein, messieurs, mais devant de belles dames comme ça, je ne peux pas ne pas commencer par elle. Hein. Et après, je vous donnerai la parole. Agnella, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, merci Karen. C'était tellement effectivement intéressant que j'étais absorbée. Je n'ai pas vu que c'était déjà mon tour. Parce que effectivement, tout ce qui est émotionnel, ça me parle particulièrement. Pour autant, je vais essayer de me prêter à cet exercice en 10 minutes et plus faire, on va dire, un focus sur la partie organisationnelle qui est un peu le fruit, on va dire, de nos réflexions en interne dans notre structure. Voilà, donc juste assez rapidement, rappeler effectivement ce contexte un peu particulier que nous vivons avec la Covid qui est, on va dire, à l'origine une crise sanitaire qui a donné lieu à plusieurs autres crises au pluriel avec une fermeture de frontières, des quarantaines obligatoires, des restrictions à la circulation, l'interdiction de grands rassemblements, le confinement de villes ou de pays entiers qui a été vécu vraiment de façon très particulière avec un impact psychologique assez fort. Hein. Karen en a parlé. Donc, avec un focus, on va dire, du côté des entreprises, qu'est-ce qui s'est passé et quelle gestion? On a noté effectivement qu'il y a eu à mettre en place des modalités de travail flexibles, hein, le télétravail, on en a parlé, on en a reparlé, le fait d'accroître l'espace physique entre travailleurs sur le lieu de travail parce qu'il y a eu cette distanciation, en tout cas se mettre à respecter, le fait d'instaurer des réunions flexibles et de devoir fournir aussi des services à distance, le fait de changer finalement quelque part une culture organisationnelle, donc du jour au lendemain, on ne pouvait plus se serrer la main, le poste de travail, le fait de limiter tout ce qui est partage de nourriture, enfin vraiment on a été jusque-là, hein. Le fait aussi de devoir reconsidérer tout ce qui est voyage professionnel non essentiel. Enfin, on a été vraiment impacté comme ça. Et puis aussi, quand même, pour les structures, de mettre à disposition des produits qu'on va juger comme nécessaires, hein, savon, espace de lavage, gel hydroalcoolique, etc., etc. Donc, en termes quand même de positif, j'ai voulu commencer par ça. Il y a eu pas mal d'éléments qui sont arrivés, notamment la prise en compte immédiate du télétravail qui, finalement, sous nos cieux, quand je parle de nos cieux, je vais parler de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de la sous-région, est arrivé comme principal outil pour assurer un minimum, une continuité dans nos activités professionnelles. Le fait finalement d'avoir une amorce d'une démarche qu'on va appeler donc d'équilibre, hein, de vie professionnelle finalement et de vie personnelle, avec peut-être un peu moins de stress parce qu'il n'y a plus à avoir ce temps de trajet, de transport pour se rendre de la maison au travail. Et donc, finalement, moins de coûts parce qu'on n'a pas eu pas tous, mais pour la plupart, en tout cas, à devoir financer ce temps de transport. Des réflexions avec l'agilité. On n'a jamais autant entendu, je pense, ce mot agilité qui est revenu dans les esprits. Je voudrais juste rappeler que l'agilité, c'est peut-être ce qui a permis à l'espèce humaine finalement d'évoluer, de rester vivante parce qu'il a fallu finalement s'habituer
à ce monde qui est en évolution permanente. Voilà, qui est en changement. Donc, en interne, dans nos entreprises, ça revient à quoi? Ça revient à comment manager efficacement à distance, comment trouver des solutions pour continuer à performer, comment continuer sur les projets, certaines aussi activités qui se sont retrouvées finalement au premier plan dans l'entreprise, qui n'étaient pas les activités qui étaient au premier plan avant. L'accélération du digital. Donc, le digital, on en a beaucoup parlé, mais ça a été vraiment la star de cette crise. C'est la star parce que c'est encore d'actualité. On est encore en plein dans cette crise, dans cette évolution finalement de nos techniques. Et puis aussi la réappropriation des outils donc, y afférents. Le temps possible aussi pour revoir, on va dire, et ajuster, donc si besoin, toutes ces différentes stratégies. Donc, les entreprises ont dû réfléchir et se dire ma communication, je la repense, ma stratégie de vente, je la repense. Enfin voilà, il a fallu finalement se poser puis réfléchir à tout cela. Bien évidemment, il y a des impacts négatifs qu'on connaît. Donc ça, c'est la crise avec l'incidence sur le chômage, le sous-emploi, le fait aussi que effectivement l'offre et la demande n'étaient plus adaptées et donc on a dû faire face à ce sous-emploi-là. L'impact aussi sur les revenus de travail et la pauvreté. Donc ça, ce sont des éléments qui ont finalement été malheureusement constatés, qui continuent. Il y a encore des répercussions. C'est donc aujourd'hui la réalité de notre monde du travail. Donc, si on devait juste aller plus loin, c'est juste de se rappeler que finalement, une crise, ça va être un état transitoire entre deux périodes d'équilibre qui va d'une part mener au changement, qui va aussi finalement permettre de tirer des enseignements en termes de méthodologie, d'organisation, de gestion humaine. Vous voyez, c'est vraiment dans cette période-là que les managers, les dirigeants se sont dit, ben oui, effectivement, la première ressource, en fait, c'est la ressource humaine. On le savait, mais peut-être qu'on n'en avait pas autant conscience. Donc, on s'est arrêté le temps d'un temps pour reconnecter avec cette réalité-là. Et donc, en fait, finalement, cette crise, elle nous permet de nous rappeler que demain va se préparer aujourd'hui et qu'aujourd'hui est vraiment très important. Donc, il faut anticiper finalement donc, sur les risques, il faut réfléchir à comment les maîtriser, il faut réfléchir aussi à comment coordonner nos différentes actions et aussi la communication forcément sociale, étant entendu que la première ressource, c'est la ressource humaine. Et bien sûr, avoir un état d'esprit qui va être forcément positif. Donc, les recommandations, moi je ne suis pas trop le temps, donc je vais essayer d'aller au plus vite pour partager l'essence même. C'est bon, vous êtes à la moitié du chemin, il n'y a pas de souci. D'accord, ben c'est bon, je suis aussi à la moitié, on va dire, de l'exposé, donc superbe. Voilà, donc finalement, cette notion du changement qu'amène la crise, elle est devenue un outil gestionnaire autant que la performance et autant que la motivation. Donc, on se rend compte, que ce soit les gestionnaires des ressources humaines, les dirigeants, les managers, que le changement, il doit être pensé en termes de méthode, en termes d'outils, de compétences, mais aussi d'expérience. Ce qu'il faut savoir, et je pense que donc les autres intervenants peut-être me rejoindront dans ce sens, il n'y a pas une seule façon de réaliser le changement. Il y a des expériences qui sont multiples, qui sont différentes et qui peuvent fonctionner. Oui ou non. Il y a aussi des dispositifs de changement qui vont dépendre d'une culture d'entreprise. On ne peut pas calquer en fait les dispositifs qu'on va mettre en place dans une structure, dans une autre. Donc, il faut prendre en compte cette culture d'entreprise. La capacité aussi à changer voilà, l'organisation, elle doit être analysée. On parle de changement, mais quelle est véritablement ma capacité dans mon environnement à pouvoir évoluer. Donc ça va passer par forcément une analyse en interne. Donc, le changement stratégique, on va privilégier tout ce qui est leadership, tout ce qui est changement agile. Et puis, pour tout ce qui va être changement d'organisation, on va privilégier le management et tout ce qui est innovation managériale. Enfin, les clés. Il y a principalement, en termes de conseils, 3 clés possibles. La conduite de changement externalisée, qui est le fait qu'aujourd'hui, les entreprises vont se dire il faut que, voilà, il y a un changement à faire, je ne sais pas comment le faire, et je vais simplement m'accompagner d'experts dont c'est vraiment l'expertise. Et cela, ça va passer par cadrer un projet,
ça va passer par faire une analyse sociologique, ça va passer par faire un plan de communication, ça va passer par faire un plan de formation et ensuite un plan d'accompagnement. Donc, avant de se lancer, il faut forcément analyser, disposer, on va dire, de compétences en gestion de projet et la structure qui n'a pas ces compétences-là, elle va justement se dire ben, je vais me faire accompagner par des experts dont c'est en fait l'expérience en fait, pour gagner en temps et en efficacité. Il faut aussi être vigilant sur la participation aussi des parties prenantes parce que même s'il y a des experts qui vont accompagner ce changement-là de nos réalités en interne, on est forcément partie prenante. Ces experts, une fois qu'ils ont fait leur diagnostic, ils ont donné les clés et qu'ils vont accompagner, finalement, c'est nous qui devons être les ambassadeurs en fait de cette conduite de changement, de ce tournant, de ce virage qui est à prendre. La deuxième possibilité, ça va être la conduite managériale. Simplement, elle dit quoi? Elle dit qu'on ne va pas faire appel à des experts en interne. Elle dit qu'on a les ressources en interne pour piloter cette conduite de changement-là. Elle dit qu'on a les compétences et qu'on est armé pour pouvoir conduire ce changement, prendre ce tournant, prendre ce virage qui est important. Et donc, les étapes principales, forcément un minimum, c'est qu'on est formé à cette conduite du changement, c'est qu'on va être à même de pouvoir déployer via des innovations managériales auprès de nos équipes. C'est aussi le fait de pouvoir développer sa propre capacité à changer. Ça, c'est vraiment pas évident parce que quand on est dans nos habitudes, dans nos formatages, il faut pouvoir créer l'espace pour pouvoir justement accompagner ce changement. Il faut pouvoir aussi définir une stratégie de changement, construire un programme de projets qui vont être implémentés et puis incarner soi-même cette vraie motivation à piloter ce changement-là. Donc, grosso modo, la conduite de changement managérial en interne, elle se passe comme ça. Elle est en interne, elle n'est pas confiée à des intervenants externes. Et il y a le mix, qui est la conduite de changement agile, qui dit que finalement, on va, entre guillemets, un peu se former à cette conduite de changement en étant pleinement les ambassadeurs en fait en interne. Donc, faire un diagnostic et finalement prendre le relais en interne pour pouvoir accompagner ce changement. Donc, c'est vraiment un mix en fait des deux autres possibilités. Et pour finir, moi, je vais vous partager quelques petits conseils voilà, on a vu qui fonctionnaient chez les structures que nous avons eu à accompagner. C'est déjà de comprendre et vraiment accepter le changement. Parce qu'on peut se dire, ah, il y a une conduite de changement à faire et puis ne pas être préparé psychologiquement et puis ne même pas l'accepter soi-même. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on va appeler donc un OIA Tips. Le deuxième élément, c'est se motiver personnellement en période de crise. En général, il y a le facteur psychologique et je pense que c'est Karen qui peut-être ira dans ce sens, qui est aussi très important. Quand il y a un changement à piloter, il faut que personnellement, on puisse trouver l'énergie, la motivation de pouvoir et de vouloir le faire. On peut le dire, mais ne pas, comment dire, ne pas l'incarner véritablement. Et si on ne l'incarne pas véritablement, ce changement, il ne peut pas arriver. Donc, la dimension psychologique, elle est hyper importante. Elle est en lien avec le fait qu'il faut avoir un état d'esprit qui est positif, qui est ouvert, qui est déterminé, qui est prêt à s'adapter. C'est très compliqué à faire quand effectivement tout autour de soi, on a l'impression que le château, il est en train de s'écrouler, quoi. Donc, il faut pouvoir aller trouver les ressources et se dire que finalement, une crise, elle permet une opportunité et en être convaincu et faire la place pour ça. Il faut 30 aussi... secondes. Je vais vite. Instaurer donc des règles et des procédures pour homogénéiser les pratiques, adopter une communication qui soit forte parce que sans ça, on ne peut pas embarquer avec nous d'autres ambassadeurs, ne pas négliger donc le support représenté par la formation, s'assurer du contrôle parce que penser le changement, c'est une chose, mais il faut s'assurer que vraiment, en interne, les relais sont vraiment là et puis faire un bilan qui va permettre au fur et à mesure d'avancer efficacement. Et pour cela, planifier des rituels où il va falloir se rencontrer et puis synchroniser les équipes qui finalement sont celles qui vont aussi porter en interne ce changement. Et puis ne pas oublier les enquêtes de verbatim qui sont finalement le poids, en fait, la mesure en interne des réalités pour pouvoir adapter au fur et à mesure les différentes étapes.
Voilà, donc ce que j'avais à vous partager. Je suis désolée si j'ai parlé un petit peu vite, mais l'exercice en 10 minutes n'est pas facile du tout. Voilà, donc j'espère que l'essentiel, en tout cas, a été intégré. C'était donc la petite contribution me concernant et concernant l'aventure Agiloya Afrique. Merci infiniment, Agnella. C'était un super enchaînement par rapport à l'intervention de Karine. Et on voit la continuité et le lien hein, qui est évident. Ce qu'on pourrait retenir de ton intervention, c'est trois moments. D'abord, le fait que la crise fait apparaître de nouvelles règles de vie et auxquelles il va falloir s'adapter. Et vous avez évoqué les impacts positifs et négatifs. Dans les impacts positifs, c'est le développement du télétravail, notamment en Afrique où on avait une sorte de peur irrationnelle par rapport au télétravail. Et puis maintenant, ça a vraiment créé le déclic et nous a montré que c'est possible. L'équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors là, je vous questionnerai peut-être au niveau des questions-réponses parce que j'ai fait une enquête dans le cadre de mon association où on a eu énormément de souffrances psychologiques liées à une perturbation de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et là, on a plutôt vu que la vie professionnelle est venue s'immiscer dans la vie privée et prendre toute la place. Donc, on pourra échanger là-dessus. Vous avez parlé également du coût de transport, effectivement, et de l'agilité. Moi, je voudrais juste peut-être citer l'exemple du Canada en termes de position d'avantage où, pendant cette période de crise, le gouvernement a décidé de financer, de subventionner toutes les entreprises, puisqu'elles n'ont pas d'activité, qui ont décidé d'aller dans des projets de réorganisation ou bien qui ont décidé de former leurs salariés. Voilà une initiative proactive qu'on aurait pu faire, mais malheureusement que nous n'avons pas pu faire. Et puis, vous avez parlé des impacts négatifs, le sous-emploi, la baisse de revenus, avant d'indiquer que finalement, une crise, c'est une prise de conscience d'une transition d'un moment à un autre et de suggérer des outils, une démarche méthodologique très, très, très rigoureuse sur la conduite du changement en entreprise. Et pour cela, vraiment, je vous en remercie. Je vais donner la parole maintenant aux spécialistes de la santé, M. Igor et M. Kui, en attendant de terminer avec M. Nianzou, qui est un peu le journaliste et qui va pouvoir nous peut-être synthétiser tout cela. M. Igor, vous avez la parole pour 10 minutes et il est 12h14. Ok, j'essaie de partager. Là, je crois qu'on a votre écran. Oui. Ça va, vous l'avez? On a votre écran, mais voilà, il faut juste maintenant… C'est le document PowerPoint. Vous pouvez ouvrir le document PowerPoint. Voilà. C'est bon, vous l'avez là maintenant? C'est parfait. Vous le mettez en mode diapo et c'est bon. Oups. Oh, il part. C'est bon, ça va? Oui. À part qu'on a… Voilà, c'est bon. C'est bon. D'accord. Oh, il n'est pas encore en mode diapo. Excusez-moi. Voilà, il est en mode diapo là maintenant. Parfait. Oui, ok. Voilà. Ok. Merci, chers amis. Je suis vraiment très édifié par ces belles présentations. Et alors, je dirais que moi, en tant que médecin, je parlerai beaucoup plus de la partie capital humain aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le côté organisationnel qui nous touche aussi en tant que médecin, mais le capital humain reste pour nous aujourd'hui notre outil essentiel, notre matière première. Alors, en introduction, je me permettrai de dire que nous vivons un monde assez particulier. Vous savez, depuis plus de 20 ans, depuis la fin des années 90, nous avons connu quand même plusieurs pandémies, notamment la pandémie liée au VIH-Sida, qui a été pour beaucoup d'entreprises autant dévastateur, autant déstabilisateur, mais qui a été aussi révélateur de nos insuffisances en matière de gestion de notre système de santé, révélateur en matière d'insuffisance en matière de gestion de notre capital humain d'entreprise. Parce que nous n'avons pas su à l'époque travailler avec une planification, avec des indicateurs de santé. Malheureusement, aujourd'hui, on a plus ou moins pu maîtriser un peu
avec le cas qu'il y a, le VIH-Sida, mais il reste encore en analyse, hein, avec les différentes enquêtes que nous menons, qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas reçu à avoir un véritable plan d'action cohérent. Et après cela, nous avons connu encore d'autres pandémies, d'autres maladies comme le SRAS, l'Ebola, la tuberculose qui est plus ou moins permanente en entreprise, hein, et aussi la maladie à Covid qui vient d'arriver. Il est important de savoir qu'autour de tout cela, il y a ce qu'on appelle la notion d'hygiène. Et quand on se penche, on se tourne vers nos différents codes du travail, hein, j'essaie d'analyser les différents codes du travail, la notion de gestion de cette hygiène-là n'est pas vraiment au cœur de nos activités. On parle de santé, de sécurité au travail, mais l'hygiène en tant que telle, qui part du service médical jusqu'au lieu de travail et même jusqu'à, quand on parle de vie personnelle, à la famille du travailleur, n'est pas encore prise en compte. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette problématique-là. Alors, donc mon plan, hein, ça va être les conditions de vie de travail, la crise liée au Covid, et la réponse des entreprises et les leçons apprises. Parce qu'aujourd'hui, il est important de savoir qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui de cette crise au VIH-Sida et comment est-ce que nous allons capitaliser nos pratiques. Alors, pour faire un petit rappel, je voudrais qu'aujourd'hui, en matière de conditions de travail, comme le dit bien la semaine de bien-être au travail, on a déjà un problème au niveau du travail. Cette notion de bien-être au travail aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis en place des organisations, on a même des départements de bien-être, qui viennent se chevaucher avec d'autres départements qui existaient déjà. On avait à l'époque des services de santé au travail, on a des services de développement durable, on a toutes sortes de services qui tournent autour du capital humain, sans que pour autant, on puisse aussi pouvoir mettre en place un véritable plan d'action. Et là, on l'a maintes fois rappelé à certaines entreprises qu'aujourd'hui, quel est véritablement le plan d'action? Quelle est la standardisation d'un plan d'action qu'on pourrait retrouver dans les grandes, moyennes, petites entreprises? Malheureusement, nous n'avons pas ce genre de type de standard de plan d'action. Donc, dans les entreprises aujourd'hui, il se trouve que toutes les entreprises ont tendance à mettre en avant la prévention des risques professionnels. Alors que malheureusement, le risque santé même, qui fait partie du socle, qui fait partie de l'architecture du bien-être des travailleurs, est plus ou moins méconnu sur le travail. Parce que ça dit quoi? Ça dit qu'on s'habitue à rechercher des maladies, alors que on devrait plutôt s'atteler à rechercher le risque de faire certaines maladies, notamment intégrer sur le travail la notion de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et après cela aussi, les véritables politiques de prévention santé et qui sont basées sur les standards d'habitude de vie n'existent pas. Or, c'est celle-là aujourd'hui qui doit permettre de pouvoir organiser le bien-être au travail. Il y a aussi la notion de gestion des facteurs de stress. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'alimentation, le transport, le cadre de vie, comme il a été dit tout à l'heure, on ne mange plus dans de bonnes conditions, on a refait nos cantines, on a refait notre système de nos différents cas de transport. Tout cela va perturber aujourd'hui cette notion de bien-être en entreprise. Le mal-être. Quand on doit supposer le mal-être au bien-être, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la notion de couverture santé n'est pas aujourd'hui modélisée dans l'entreprise. Pour ma propre expérience, on a fait une enquête en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a seulement 36 entreprises qui ont une mutuelle de santé. Et ce type de mutuelle de santé, normalement, elle doit pouvoir rédiger des cadres, des cahiers de charges qu'elle devrait pouvoir offrir aux entreprises, aux compagnies d'assurance pour pouvoir assurer la couverture santé de leurs travailleurs. Malheureusement, ce n'est que seulement 36 entreprises qui ont déjà ce type de mutuelle de santé. Donc, quand on voit le nombre d'entreprises qu'on a en Côte d'Ivoire, on est encore loin de pouvoir organiser cette bonne stratégie de couverture santé. Malheureusement, l'absence de cette politique de prévention santé entraîne beaucoup de cas de mal entreprises. L'organisation du travail aussi en Côte d'Ivoire aujourd'hui est fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées comme l'a dit, à la mondialisation, à la digitalisation, à une nouvelle organisation qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs ont des difficultés pour pouvoir s'adapter à ces conditions de travail. Donc, je vous peins un peu ces deux tableaux-là pour montrer qu'aujourd'hui, on a déjà des problèmes à la mise en place des politiques de bien-être sur le travail. Or, si aujourd'hui, ces politiques n'avaient pas été mises en place,
ces nouvelles crises que nous vivons aujourd'hui ne feront que exacerber cette politique de mal-être qu'il y a sur le travail. Alors, excusez-moi. Toujours en parlant des risques professionnels aujourd'hui, le risque santé aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il part d'abord de la visite médicale d'entreprise. Après chaque visite médicale d'entreprise, les RH ou bien la clinique managériale devaient pouvoir rechercher le risque de faire un AVC en entreprise aujourd'hui, parce que la médecine nous permet aujourd'hui d'avoir les moyens de pouvoir rechercher ce risque AVC, le risque lié aux maladies rénales, le risque de faire une insuffisance rénale, le risque de faire du diabète, le risque de faire une hépatite virale, le risque d'avoir un niveau de stress très élevé, le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire et le risque de faire un syndrome métabolique et aussi le risque d'avoir une NASH. La NASH, en fait, c'est une forme de malbouffe qui se termine par une cirrhose, voire un cancer. Malheureusement, dans nos visites médicales, nous sommes beaucoup plus portés sur l'analyse du risque professionnel. Il est bien entendu que si, dans toutes les entreprises, ce risque avait été évalué, ce risque permettrait de pouvoir organiser la prévention des personnes à risque. Parce que aujourd'hui, nous avons constaté que les décès que nous avons obtenus, que nous avons constatés aujourd'hui dans nos entreprises, c'était des décès qui sont survenus chez des personnes qui avaient des comorbidités. Malheureusement, on n'a pas pu prévenir ces risques-là au cours de nos visites médicales. Le deuxième élément qui est important dans les conditions de travail que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont nos rapports d'activité, notamment en matière de dépenses de santé. Les dépenses des travailleurs, quand vous regardez un peu dans les rapports de compagnie d'assurance, la notion de dépenses de santé liées aux travailleurs n'est pas mise en avant. C'est plutôt les dépenses de santé globales que nous retrouvons dans les rapports d'activité. Et cela fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une traçabilité de la prise en charge des affections chroniques chez les travailleurs en dehors du lieu de travail. Alors, docteur, il vous reste 2 minutes. Très vite. Ça va vite, hein? Oui, ça va vite, ça va très vite. Et aujourd'hui, donc l'autre problème lié que nous avons contrôlé sur le travail, c'est la notion en matière d'impact, c'est la notion du partage d'informations. Il se trouve qu'aujourd'hui, la notion du secret médical a été aujourd'hui exposée, a été une problématique dans la lutte contre la COVID. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous ont demandé de pouvoir communiquer sur le nombre sur les personnes qui étaient infectées par la COVID. Alors que malheureusement, si nous nous amusons à communiquer sur les cas de COVID, des personnes infectées à COVID, cela entraînerait une certaine psychose sur le travail. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à la notion de secret médical. À côté de cela, il y a aussi la notion de renforcement des capacités des non-professionnels de la santé. Nous avons connu aujourd'hui la prise en charge des personnes à COVID dans des structures FNL, c'est-à-dire l'État a pris le relais de la prise en charge. Donc aujourd'hui, les professionnels de la santé sur le travail n'avaient pas les moyens de pouvoir organiser la prise en charge des personnes à COVID. Donc, les médecins en entreprise se chargeaient de pouvoir délivrer des certificats d'arrêt de travail, des certificats de reprise de travail, tout en ne maîtrisant pas le traitement à COVID. Aujourd'hui, si nous faisons un retour aujourd'hui, les médecins en entreprise ne peuvent pas prendre véritablement les travailleurs qui ont des maladies liées à COVID. Donc, on est confronté aujourd'hui à un problème de renforcement de capacité sur le lieu de travail. Et tout cela concourt à pouvoir entraîner une crise de confiance entre le travailleur et le professionnel de la santé. Comme impact toujours, nous avons aujourd'hui schématisé un peu notre prise en charge de la COVID par le fait qu'aujourd'hui, sur le travail dans les services médicaux, on a la problématique liée au dépistage. Les tests rapides ne sont pas aujourd'hui utilisés dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir d'autorisation. Donc, cela fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de référer tous nos travailleurs vers les centres publics. Il y a aussi la gestion du confinement des travailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs sont mis en télétravail sans pour qu'on puisse savoir s'ils ont des maladies chroniques. Donc, ça fait que cette prise en charge-là échappe aujourd'hui
échappe aux médecins d'entreprise. À côté de cela aussi, il y a la notion des mesures barrières sur le travail. Nous sommes aujourd'hui confrontés à qu'on appelle la gestion de tous les équipements que tous les travailleurs peuvent avoir sur le travail, c'est-à-dire la notion d'équipement, c'est-à-dire d'air d'aiguille, les stérilisateurs dans les services médicaux d'entreprise, et aussi il y a la réinsertion de ces travailleurs que nous avons aujourd'hui après les services de communement. Donc, j'ai retracé un peu ce cheminement pour montrer qu'aujourd'hui, il y a un impact sur le fonctionnement du travailleur dans une entreprise. Très bien. Oui, attends, je suis un peu pris par le temps. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui, la notion d'hygiène, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, elle est importante parce qu'aujourd'hui, dans l'organisation d'un service médical d'entreprise, il y a d'abord l'architecture, l'ergonomie d'un service médical. Pour pouvoir organiser une bonne gestion de service médical, il faut une architecture. Alors que malheureusement, le ministère de la Santé, qui est à charge des gestions des pandémies, n'a pas un œil sur l'architecture de l'organisation d'un service médical dans l'entreprise. Deuxièmement, il y a aussi la notion des dertuteurs d'aiguille. Vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, on a eu des cas Docteur, on va devoir accélérer. Est-ce que vous pouvez aller sur les grands points comme ça? Parce que là, si on prend chaque point, on risque d'être parti encore pour 10 minutes. D'accord. Donc, non, on n'a que 2 d'habitude. D'accord. Donc, je dis qu'aujourd'hui, donc le point essentiel, c'est sur le service médical, je parlais de l'hygiène. Deuxièmement, j'ai parlé de la refonte des cahiers de charges, notamment au niveau du transport des travailleurs, comment organiser le transport et le ramassage des travailleurs, et aussi la sensibilisation au niveau des transports en commun. Et troisièmement, la notion de gestion des prestataires sur le travail. Aujourd'hui, par rapport à l'hygiène, on a le nettoyage et l'entretien des services médicaux, l'entretien des sanitaires qui n'est pas régi par un cahier de charges. On a aussi la gestion des équipements de foie. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, c'est une maladie qui est aérienne. Et vous savez qu'aujourd'hui, tous les prestataires de services d'entretien, des climatisations n'ont pas véritablement de cahier de charges. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a un risque potentiel de contamination à travers toute la climatisation qu'on peut retrouver dans les entreprises. Le quatrième point, c'est les rôles, la gestion des rôles et des centres de trafic humain. Comme aujourd'hui, on pourrait aussi renforcer la sensibilisation dans ces espaces-là au niveau d'un cahier de charges à partir de communauté de santé et sécurité au travail. Donc voilà les points que nous avons voulu souligner sur l'organisation et la mise en place d'un plan cohérent à partir de l'impact que nous avons ressenti sur cette affection sur les travailleurs. Merci beaucoup, docteur. Oui. Dernier point et sur lequel j'insisterai beaucoup, c'est sur la couverture santé. En matière de couverture santé, effectivement, aujourd'hui, il faut aujourd'hui oser amener toutes les entreprises à pouvoir se réorganiser, avoir un système de mutuelle de santé et pouvoir rédiger un véritable cahier de charges qu'elle pourrait offrir aux assureurs. Et c'est à travers ce cahier de charges-là qu'on pourra avoir une politique de santé pour prévenir les risques de santé et pouvoir lutter contre ces différentes mobilités. Pour qu'on puisse réagir, qu'on soit très proactif quand on sera en face des prochaines maladies type Covid dans nos entreprises. Donc voilà un peu les petites expériences que j'ai voulu vous faire partager et montrer les petites difficultés qu'on pourrait rencontrer sur le travail dans la prise en charge des personnes ayant des maladies à Covid. Merci infiniment, docteur. Merci pour cette... C'était très, très, très bref. Il fallait vraiment s'intéresser un peu, vraiment. Oui, c'est l'exercice qui n'est pas évident et vous aviez tellement de choses intéressantes à dire. Moi, ce qu'on va retenir de votre intervention, c'est des points de vigilance. C'est dire que, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore totalement résilient par rapport au futur contexte de travail auxquels les entreprises vont être contraintes, notamment en termes de règles sanitaires, de règles d'hygiène et d'aspects même réglementaires. Hein. Donc, ces astuces-là sont particulièrement intéressantes. Vous avez beaucoup insisté également sur la notion de prévention, plutôt que celle de crise, plutôt que être plus dans le préventif que dans le curatif. Et vous avez déploré effectivement que
le ministère de la Santé n'a pas encore mis totalement le pied dans l'entreprise pour s'assurer de ces nouvelles règles. Et c'est comme ça, ce qui va me permettre de faire la transition avec M. Cui, qui intervient au niveau du ministère de la Santé et qui va peut-être pouvoir nous apporter des éclairages sur les initiatives que l'État et ses services sont en train de mettre en place pour accompagner les entreprises dans la gestion de cette crise-là. Monsieur Ignace Cui, vous avez donc la parole. Il est 12h32 et on va essayer de tenir sur 10 minutes dans la mesure du possible. Voilà, merci. Je voudrais remercier tous mes prédécesseurs qui ont fait ces brillantes présentations. J'ai beaucoup été édifié par le contenu. Et ma présentation, donc, autour de ce thème qui nous a été assigné, adapter l'entreprise, n'est-ce pas, à la crise, les apprentissages pour demain. Alors, je parlerai brièvement de l'entreprise que je gère actuellement. Je suis donc du ministère de la Santé, mais il faut avouer que je ne suis pas de la santé. Je ne suis pas médecin. Je suis financier, manager. Donc, je gère une entité appelée cellule fiduciaire qui est une agence fiduciaire mise en place depuis 2008 par le ministère de la Santé en réponse justement aux recommandations de la Déclaration de Paris sur l'efficacité, n'est-ce pas, de l'aide au développement. Donc, comment gérer de manière efficiente les ressources extérieures qui sont octroyées au ministère de la Santé pour lutter notamment contre les pandémies comme le VIH-Sida et d'autres maladies. Donc, cette cellule a pour rôle d'assurer une gestion transparente de ces ressources par tout le processus de planification, de mise à disposition des ressources financières, la gestion comptable et financière, des passations de marché pour l'acquisition de biens et de services, des audits, des rapportages aux bailleurs et de suivi-évaluation de ces projets jusqu'à la clôture des projets à l'audit. Donc, voilà un peu notre mission. Alors, je présente cela parce que cette crise dans notre gestion au quotidien a eu un impact tout à fait particulier parce que la gestion des projets de développement eh bien, se distingue nettement des entreprises du secteur de services classiques ou industriels. Alors, quand vous remarquez ici dans la gestion fiduciaire de ces projets, vous remarquerez que c'est des projets très balisés en termes de procédures. Les procédures sont extrêmement rigides et depuis la définition même de la vision du projet, eh bien, il est quasiment impossible de s'en écarter au cours de la mise en œuvre. Vous allez comprendre pourquoi cette crise, évidemment, a beaucoup impacté, n'est-ce pas, la mise en œuvre de ces projets. Il y a ensuite les procédures même qui viennent pour encadrer aussi la gestion transparente de ces projets et ces procédures sont aussi rigides, qui demandent souvent des niveaux d'approbation depuis le bailleur jusqu'au niveau décentralisé ici. Et cela exige absolument de pouvoir avoir une certaine agilité lorsqu'une crise comme la COVID-19 éclate pour pouvoir continuer toujours à mener les activités sur le terrain. Alors, ceci étant, je passe directement aux leçons que nous avons apprises en fonctionnant dans un tel contexte. Eh bien, ce que nous pouvons retenir d'ores et déjà, c'est que nos entreprises, et particulièrement la cellule, nous avons appris que, eh bien, pour faire face à une crise telle que celle que nous avons connue, eh bien, nos entreprises doivent pouvoir s'adapter. S'adapter pour passer d'une logique de solidité des procédures à l'adaptabilité. Eh bien, c'est ce qui va assurer justement l'atteinte de nos objectifs lorsqu'une crise comme la COVID-19 éclate et vise justement à pratiquement arrêter tout. Lorsque cette crise a éclaté, nos collaborateurs, on a dû effectivement mettre certains en télétravail, on a fait un programme de roulement pour que certains viennent quand même au bureau parce que certaines de nos activités exigent absolument d'être présents pour, par exemple, approuver les différents paiements physiquement, faire circuler les documents et être en mesure justement de mettre en œuvre les activités sur le terrain. Donc aujourd'hui, la leçon que nous avons apprise, eh bien, elle peut être illustrée par, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image que je présente, eh bien, c'est un peu la métaphore d'un pont qui existe à Honduras, donc c'est en Amérique centrale, et ce pont-là,
eh bien, il a été bâti en Monsieur 1980. Cui, excusez-moi, mais ça ne défile pas hein, sur nos écrans. Ah, vous ne voyez pas le pont? Non, là, on n'a que la page de garde de votre présentation, la diapo 1. Alors, je repars derrière. Qui n'est pas en mode diapo d'ailleurs. Oui, je suis en mode diapo, normalement. Et là, qu'est-ce que vous avez? Toujours la page de garde seulement. Alors, je ressors et je reprends rapidement. Voilà, là c'est bon. Voilà. C'est bon. Excellent. Donc, je disais que je résume hein, les leçons apprises de cette crise par cette métaphore de ce pont. C'est un pont qui existe en Amérique centrale, à Honduras, et ce pont a été construit en 1998 et il a été construit avec l'architecture la plus solide possible parce que c'est une zone à forte inondation où il y a de grands ouragans et les ingénieurs ont conçu ce pont pour lui permettre de résister à toute intempérie. Effectivement, en 1998, lorsque le pont a été achevé, et un grand ouragan éclate justement dans cette région. Et malheureusement, toutes les autres infrastructures qui existaient ont été pratiquement détruites. Mais n'a résisté que ce pont construit sur justement cette rivière. Donc, vous voyez, ce pont a résisté. Mais contre toute attente, lorsque vous regardez l'image qui suit, ce pont a résisté, mais finalement, le cours d'eau qu'il était censé justement enjamber pour permettre la traversée, eh bien, sous la puissance de l'inondation, le cours d'eau a été dévié. Donc, vous voyez sur l'image juste à droite. Finalement, la rivière passe à côté et le pont enjambe, n'est-ce pas, une terre pleine. Il n'y a plus d'eau en dessous. Alors, cette métaphore est intéressante pour nous permettre de comprendre que cette crise de coronavirus que nous avons vécue nous enseigne beaucoup de leçons en termes de management. Vous regardez par exemple que aujourd'hui, la grande question qu'on se pose, est-ce que nous devons continuer avec nos entreprises à aller dans une logique, n'est-ce pas, de solidité de nos procédures ou alors de réfléchir à l'adaptabilité? Et ce pont aujourd'hui, il est là, il ne sert plus à rien. On l'appelle le pont qui ne mène nulle part. Voilà, bien qu'étant solide, eh bien, l'objet pour lequel il a été conçu, eh bien, n'existe plus. Et le pont n'a pas su s'adapter pour répondre aux besoins du présent. Alors, la grande question que, donc, à l'issue de cette crise que nous partageons avec tout le monde, c'est est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme? Est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises ne doivent pas passer d'une logique de construction pour durer à une logique, n'est-ce pas, de construction pour s'adapter? Vous remarquerez, par exemple, que la logique aujourd'hui de la résistance est passée à la logique de la résilience. De sorte que lorsqu'une crise éclate, l'entreprise soit en mesure de rapidement réguler son mécanisme et répondre aux nouveaux besoins qui se présentent. Alors, donc sur cette base, les leçons que nous avons retenues ici à la cellule, la première leçon, c'est celle-ci, c'est que lorsque nous concevons les projets de développement dans le domaine humanitaire, eh bien, on doit être en mesure de penser à demain, lorsqu'une crise éclate, et percevoir, donc adapter au niveau de la définition, la mission et l'objectif du projet, des marges pour qu'il n'y ait pas trop de restrictions au niveau de la définition des objets du projet. Deuxième élément important qui me semble important, c'est la flexibilité au niveau des procédures. C'est vrai, nous gérons des financements extérieurs qui sont souvent des dons des citoyens d'autres pays et cette gestion exige de la part de nous autres la redevabilité. Et souvent, pour justement être en mesure de rendre compte, on balise la gestion de ces projets par un ensemble de procédures extrêmement rigides et qui, en situation de crise, nous bloquent tous dans l'avancement. Donc aujourd'hui, la leçon que nous tirons, c'est que lorsque nous gérons ce type de projet, il faut réfléchir. Certes, procédure dure, solide, pour empêcher des détournements, empêcher une mauvaise gestion des ressources, mais en même temps, qui sont suffisamment flexibles pour permettre, lorsqu'une crise éclate, de prendre une direction et continuer toujours à avancer. Troisième élément qui me semble important comme leçon, c'est d'avoir un plan de contingence réaliste et à jour. Évidemment,
lorsque cette crise a éclaté, ici à la cellule, nous avons mis en place un plan, initialement mis en place, pour nous permettre, lorsqu'une crise éclate, que faisons-nous? Quel est le plan B que nous avons pour continuer à exister, continuer à servir la population sur le terrain, continuer à assister les personnes vivant avec le VIH-Sida lorsqu'il y a la question de la distanciation et que tout le monde fuit pour rester à la maison? Comment continuer à exister? Quatrième élément, c'est la leçon aussi au niveau du personnel. On a compris que lorsque cette crise a éclaté, un bon nombre de staff a été mis en télétravail, mais en même temps, certains, malheureusement, ont contracté le coronavirus. Dans une telle situation où ils sont immobilisés à la maison, incapables de continuer à travailler, nous avons compris qu'en travaillant de manière à ce que le staff, le personnel soit multitâche, eh bien, on arrive à juguler, n'est-ce pas, de telles contraintes pour que lorsque un est absent, eh bien, une autre personne puisse continuer à se débrouiller pour faire le travail que l'autre faisait. L'autre élément, c'est la formation du staff en gestion de crise, en maniement, n'est-ce pas, de tous ces outils au niveau informatique pour être en mesure de s'adapter à ces nouveaux outils, n'est-ce pas, de gestion électronique et tels que, par exemple, les Zoom, les interfaces qui nous permettent justement d'échanger, de continuer à communiquer. Eh bien, ce n'est pas toujours évident que cette formation soit à la portée de tous. Donc, il ne faut pas attendre qu'une crise éclate pour initier, former le staff au maniement de ces outils qui s'avèrent aujourd'hui extrêmement indispensables. Ensuite, il y a l'importance du capital humain qu'on découvre, encore une fois. L'entreprise fonctionne effectivement à partir des humains, à partir des finances, à partir de ses infrastructures, mais les finances et les infrastructures peuvent ne pas exister. Mais tant que l'humain existe, eh bien, il peut créer les infrastructures, il peut créer les ressources financières. Mais si vous mettez les deux ensemble, les infrastructures, les ressources financières, elles seules ne suffiront pas pour relancer une entreprise en période de crise. Donc, le capital humain doit être au centre de notre gestion au quotidien. Ensuite, la responsabilisation, l'autonomisation et la confiance en ses collaborateurs. Il ne faut pas attendre qu'une crise éclate pour continuer à développer la confiance, à former nos collaborateurs à une certaine autonomie et à les responsabiliser. C'est dès maintenant qu'il faut le faire en situation normale. De sorte que lorsque la crise éclate et qu'ils sont obligés de fonctionner en télétravail, en distanciation, eh bien, qu'on ne soit pas justement bloqué parce qu'on était habitué à faire de la micro-gestion. Aujourd'hui, à distance, on ne peut plus les superviser au quotidien comme on le faisait, on ne peut plus passer devant eux pour donner les instructions comme on le faisait. Donc, c'est dès maintenant, en situation normale, qu'il faut continuer à former les collaborateurs, à les responsabiliser, à les aider à aller progressivement vers leur propre autonomie, de manière à ce que lorsqu'il y a une crise comme COVID-19, ils soient en mesure, à la maison ou partout où ils sont, d'être capables de travailler, se fixer des objectifs et les atteindre sans une supervision rapprochée. Alors, que retenir de cette présentation? Eh bien, tout simplement que nos entreprises aujourd'hui ont tiré des leçons extrêmement fortes de cette crise que nous avons vécue. Et nous continuons encore à vivre. Et personne ne sait quand elle va prendre fin. Mais nous comprenons que nos entreprises aujourd'hui, pour continuer à exister, doivent simplement changer de paradigme, passer d'une logique de solidité, de résistance, à une logique de résilience pour faire face à tout changement. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Koui, déjà d'avoir respecté le temps de parole, d'avoir été concis et de nous avoir fait une si brillante exposition. Moi, je vais retenir simplement de votre intervention deux mots qui résument tout. Comment passer de la résistance dans un rapport d'opposition de force à de la résilience. Et je pense que ces deux mots-là, ainsi que passer de la solidité à l'agilité, passer du dur au souple, passer de la matière au process. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre intervention.
que moi j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sans tarder, bien, comme on est un peu pressé par le temps et qu'il y a une petite série de questions que les participants ont posées, je vais donner la parole à Monsieur Nianzou pour terminer les présentations. Monsieur Nianzou, on a eu les avis des cliniciens, on a eu les avis des professionnels de l'entreprise, on a eu les avis des psychologues. Maintenant, on va avoir votre avis en tant qu'homme de presse. Vous avez la parole, il est 12h47, on va aller jusqu'à 13h. D'accord. Bonjour tout le monde, merci encore pour ce moment d'échange. Monsieur Cui, peut-être que vous pouvez enlever le partage. Voilà, merci. J'essaie de partager un document. Excusez. Bon, je crois que je n'arrive pas. Vous ne voyez pas l'icône partager l'écran? Si je vois, là, je suis dans partage. Il faut cliquer sur la page ou l'écran que vous voulez partager. En bref, avant que je ne puisse m'attarder sur le document que je souhaite vous partager, je souhaiterais déjà saluer déjà les brillantes interventions de part et d'autre qui m'ont permis de pouvoir comprendre certaines choses à partir de l'aspect psychologique, l'aspect de l'organisation au niveau des entreprises, l'aspect aussi de la santé. Alors, je vais m'attarder de façon générale d'abord sur le paysage de la presse chez nous ici, comment nous avons accueilli cette pandémie et comment les entreprises de façon générale ont pu faire face, sinon on continue à faire face. Alors, effectivement, cette pandémie a eu un impact vraiment néfaste sur la plupart des entreprises. Il y a certaines entreprises qui ont pu fermer, d'autres ont pu mettre des personnes en chômage, mais il y a d'autres qui ont pu réussir à résister, justement, qui ont continué de résister. Alors, de ce point de vue, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire? Nous avons mis en place un guide pratique. C'est ce guide-là que je cherche à vous partager. Tout à l'heure, je vais vous partager ça. On a mis en place un guide pratique. Ce guide pratique est en réalité des conseils techniques et des stratégies d'action, justement, dédiées, qui permettraient aux entreprises de pouvoir faire face aux difficultés liées à la pandémie. En réalité, ce guide n'est pas uniquement dédié aux entreprises de presse, mais est dédié de façon générale aux entreprises qui existent. Donc, on a eu à faire, justement, de façon symbolique, une cérémonie de remise ce guide-là à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Pour nous, il était important, en tant qu'acteur du secteur de la presse et du numérique, de pouvoir trouver des solutions, justement, des solutions qui calquent véritablement sur ce que vivent les entreprises de façon générale, afin que ces entreprises restent viables, elles puissent toujours demeurer, elles puissent toujours produire, et bien, elles puissent être toujours productives, bien sûr. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir mettre en place ce guide-là. Donc, ce guide-là part à la fois des conseils, hein, et ensuite, de façon plus structurée, selon le secteur d'activité, pour pouvoir permettre à toutes ces personnes de pouvoir réussir là. Comment nous présentons cela? Pour nous, il est important que, en tant que chef d'entreprise, que tu sois de la presse ou non, d'avoir une certaine attitude vis-à-vis de cette pandémie, de cette pandémie qui touche tout le monde. Donc, le chef d'entreprise doit avoir une approche d'équipe. Justement, il doit vraiment renforcer cette relation avec son équipe, justement, en cette période qui est difficile, et non se débarrasser tout de suite de ses équipes, mais il doit avoir une autre approche avec ses équipes. Il doit être beaucoup plus flexible dans ses actions et aussi réactif et créatif, parce que c'est vraiment un moment aussi où il ne faudrait pas attendre, parce que nous sommes dans ce cas de figure exceptionnel, donc nous sommes dans une totale dérédiction
un abandon total, on laisse tomber les choses. Non, il faut encore être productif, être réactif aussi, selon les besoins peut-être qui se présentent. Pour nous, il est important aussi d'être aussi transparent dans ses attitudes. Alors, pour mieux comprendre comment vous pouvez être proche de vos équipes. Donc, que vous continuez à travailler ou non, que vous soyez à la maison ou dans l'obligation de vous déplacer, maintenez une communication justement constante avec le reste de votre équipe. C'est important. Il y a des techniques qui ont été, par exemple, qui sont des techniques aussi. Le tout, c'est de rester constamment en contact avec ses équipes pour pouvoir maintenir la cadence et toujours travailler de façon symbiose avec l'équipe, pouvoir toujours réfléchir sur de nouvelles approches sur le contenu. Être flexible, si l'activité peut être ralentie, elle ne s'est pas arrêtée. Parce que en réalité, l'activité peut connaître un récit de ralentissement, mais n'est pas vraiment arrêtée, sauf si nous décidons d'arrêter cette activité-là. Alors, de ce point de vue, vous devez reporter, en tout cas, la plupart des gros projets, c'est ce que nous conseillons, reporter la plupart des gros projets, mais c'est possible de maintenir aussi le cap pour les tâches quotidiennes. C'est-à-dire qu'en réalité, selon nos agendas que nous avons d'activités, nous avons des activités qui se font de façon quotidienne. Moi, je prends le cas d'espèce, on a des rencontres de rédaction concernant, par exemple, notre équipe des rencontres de rédaction, pour planifier le contenu, les reportages que nous devons faire, et bien nous devons garder toutes ces cadences-là. C'est vrai qu'on a des projets, on avait des projets événementiels qu'on devait réaliser, mais on ne pouvait pas le faire parce que, eh bien, compte tenu de la situation. Donc, c'était justement, pour ces types de projets, nous sommes allés justement sur des reports. Alors, on s'est rendu compte que dans la plupart des activités qu'on avait prévues, il y a des activités qui pouvaient se faire, bien sûr, en webinaire, ou bien comme on le fait en ce moment, c'est un séminaire, et bien ces activités ont été maintenues, justement. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là que nous avons essayé de sensibiliser autour de nous ces personnes-là pour pouvoir réussir à pouvoir garder justement cette cadence-là et non pas fléchir et abandonner, fermer justement les entreprises. Alors, nous avons mené vraiment une grande campagne digitale justement à ce niveau-là en permettant aux entreprises de pouvoir avoir accès gratuitement à ce type de pratique-là qui est géopartagé, qui est vaste, même qui donne assez de conseils. De façon spécifique, nous demandons justement à chacun d'entre nous de pouvoir, en tout cas, toutes ces entreprises, justement, on a parlé de la question digitale, c'est important de façon spécifique, ces entreprises doivent rester quand même connectées. Oui, il faut avoir un support, un lien qui leur permettrait de pouvoir être toujours en contact avec la clientèle ou les potentiels clients. C'est important pour nous, pour une entreprise qui est dans cette situation actuelle, même si de façon physique, elle ne peut pas toujours se mouvoir, se déplacer, mais elle peut continuer le reste de l'activité, ou en tout cas donner le plus d'informations et de contenu sur le support digital. Et c'est important pour nous, en tant que médias, nous, en tout cas, c'est concerne la presse en ligne, de pouvoir toujours avoir des contenus, produire des contenus, écrire des articles, des réflexions, faire des reportages, faire des enquêtes et toujours les publier. Avoir toujours du contenu, c'est fondamental, justement parce que les populations, elles sont toujours consommatrices, hein, même dans ces cas de figure difficiles. La population reste toujours consommatrice. Elle attend toujours de pouvoir s'abreuver d'informations, de pouvoir mieux comprendre certaines choses, bien avoir le plus souvent, en tout cas, des informations qu'il faut. Donc, pour nous, et il est important que, en tout cas, de même que les entreprises de presse en ligne, les entreprises de façon générale, les médias en général doivent être connectés toujours. Il faudrait aussi des entreprises aussi qui sont dans les autres secteurs restent quand même en contact avec leur clientèle, leur potentiel clientèle, en mettant ces connexions avec ceux-ci. Donc, voici un peu notre façon de voir, en tout cas notre façon de voir sur la question. De façon spécifique, toujours moi, concernant mon entreprise, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai réduit le personnel. J'ai réduit le personnel et tout ce qui concerne la rédaction de façon interne, en ce qui concerne le reportage, lorsque nous avons besoin de faire sentir, lorsque nous avons besoin de faire du contenu, eh bien, nous retrouvons justement pour pouvoir
faire ce contenu-là. Auquel cas, nous travaillons à distance la plupart du temps. C'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui va continuer, mais toujours est-il que on est obligé aussi, nous, à notre niveau, en tant que médias, d'être mobile, de pouvoir nous déplacer, aller faire, chercher à faire des contenus. Et là, nous apprêtons à faire une grosse activité, justement, cette semaine-là, justement, concernant bien le cœur de notre activité. Donc, voici un peu, de façon, présenter notre façon de faire sur le terrain. Donc, au niveau de la plateforme de la presse numérique Côte d'Ivoire, on a initié ce qu'on appelle un guide pratique, justement, un guide pratique qui est présenté comme tel, qui permet aux entreprises de pouvoir faire face aux difficultés liées à la pandémie. Et ce guide pratique-là, à l'intérieur, on a évoqué chaque secteur d'activité, mais on est parti de 6 conseils bien définis, les conseils sur lesquels j'ai débuté mon intervention, pour que chaque entreprise puisse en tenir compte, justement, pour pouvoir réussir. On ne pourrait que trouver quelques solutions en termes de conseils pour les entreprises pour pouvoir s'approprier d'abord ce guide-là, mais aussi de pouvoir justement mettre en place ce guide-là et exécuter les conseils pour pouvoir rester viable. On a eu des retours, justement, sur ces pratiques-là. On a eu les remerciements de la chambre consulaire, justement, ici, justement, sur ce guide-là qui a été, à travers cette chambre consulaire, qui a été proposée au niveau de l'UEMOA pour que les entreprises puissent s'en servir. De ce point de vue, je veux dire merci, parce qu'ajouter à ce guide-là, avec les conseils que nous avons eu, les différentes interventions sur le plan de la santé, de la psychologie et tout ça, et qui nous permet de pouvoir, qui est un plus justement pour les entreprises, pouvoir faire face à cette pandémie en cette période. Merci infiniment, Monsieur Nyanzou. Vous êtes pile poil dans les horaires, dans le temps imparti. Merci beaucoup, beaucoup. Donc, ce qu'on va retenir de votre intervention, c'est qu'effectivement, la presse, à travers vous, a apporté sa contribution à la gestion de la crise en mettant à disposition des différents acteurs un guide qui permet d'apporter des réponses aux différentes entreprises qui rencontrent des difficultés. Et vous avez beaucoup insisté sur cette notion de flexibilité, de réactivité et également très important de transparence. Je pense que ça aussi, c'est très important. Même si on est en période de crise, même si on est dans une situation inédite qu'on n'a jamais vécue, l'obligation de transparence est importante pour un employeur vis-à-vis de ses salariés. Alors, je vous remercie tous, chers panélistes, d'avoir pu enrichir le débat avec vos contributions en fonction de vos sensibilités et de vos expertises respectives. Moi, j'ai identifié 5 questions, dont 2 qui viennent du docteur Sako Idrissa, et les autres qui viennent de moi, parce que j'ai été particulièrement intéressé par ce que vous avez dit et j'ai envie d'en savoir plus. Moi, j'ai des préoccupations par rapport à un certain nombre de points. Le premier point, c'est cette question de désocialisation des relations professionnelles au sein de l'entreprise. Quel apprentissage avec cette distanciation qui va exister? Le phénomène de désocialisation, quels vont être les impacts? Et c'est en lien avec Dr Sako qui dit, culturellement, ce que nous sommes en train de vivre, il risque d'avoir une sorte de distorsion culturelle en Afrique. Parce qu'en Afrique, le collectif est très important, la solidarité, c'est très important. Et comment on va s'adapter aux nouvelles mesures barrières? Comment on va s'adapter à cette distanciation physique qui est devenue maintenant une obligation dans le contexte de l'Afrique, dans le contexte géographique, dans le contexte ergonomique de l'Afrique, comment ça va se passer? Autre question, c'est la remise en question des théories du management et du coaching. On a ici des psychologues. Aujourd'hui, toutes les théories du management et du coaching s'appuyaient sur le principe du contact physique. N'est-ce pas? Du contact physique. C'était ça, quand on faisait des team building, on allait ensemble dans un endroit,
on faisait des matchs de foot, des combats. Il y avait une proximité physique qui était recherchée pour développer la cohésion d'équipe. Or, aujourd'hui, on parle de distanciation physique, on parle de mesures, de gestes, de mesures barrières. Comment cette nouvelle donne va impacter sur les théories du management et du coaching? Et enfin, les coûts induits par la mise en place. Le docteur Igor a parlé de toutes les dispositions qu'il faut prendre en entreprise. Ça a des coûts. Et comment vont faire les entreprises en Afrique qui sont la plupart dans l'informel, qui n'ont pas forcément les moyens? Quelles solutions vous proposez? Et enfin, M. Sako a demandé comment organiser la visite médicale annuelle dans cette période de crise. Donc, je vais donner la parole d'abord au docteur Igor pour qu'il nous réponde sur cette question très factuelle concernant la visite médicale annuelle, comment elle se déroule. Et après, je vais donner la parole respectivement aux autres panélistes sur les autres questions. Merci. Alors, ce que je pourrais dire concernant la visite médicale, où j'en suis en ce moment en plein, l'entreprise se réorganise aujourd'hui pour faire la visite médicale. Hein. Donc, pour certaines entreprises qui faisaient les visites médicales où tout le monde venait pour le prélèvement, ce sont des visites médicales, des prélèvements qui sont faits de façon programmatique et en respectant toute une distanciation. Voilà comment ça se fait aujourd'hui. C'est faisable. Ça se fait par les prises de sang, ça se fait avec le camion mobile fait pour la radiographie, en respectant toutes les mesures barrières, en respectant toutes les notions d'hygiène. Et on demande aux salariés de se présenter en entreprise. C'est programmé, c'est de convocation individuelle. Voilà. On respecte toute la distanciation et on respecte aussi toute l'hygiène dans tous les outils, dans les services médicaux, dans les camions mobiles et autres. Et en plus de ça, nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui maintenant une application mobile où, quand tout est fini, on va transmettre le résultat via l'outil sur le portable du travailleur. Donc, il pourrait être géré à distance, il pourra lui-même s'auto-évaluer. Donc, on va départenariser la santé maintenant. Le travailleur va lui-même évaluer ses risques de santé à partir de son outil. Voilà. OK, très bien. Merci, docteur. Alors, je vais m'adresser peut-être donner la parole à Karine pour qu'elle nous réponde sur ce phénomène de désocialisation, avec toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir sur le salarié, le sentiment d'isolement, le sentiment de ne pas pouvoir bénéficier et puis les dynamiques sociales qui changent, l'importance des syndicats qui vont disparaître, les nouvelles dynamiques sociales en entreprise avec les réseaux sociaux d'entreprise que les gens se créent non plus par proximité d'emploi, mais par affinité, par WhatsApp, etc. Quels apprentissages on va tirer de ce phénomène de désocialisation? Est-ce que ce n'est pas un risque d'explosion ou d'implosion pour l'entreprise? Alors, il est sûr que là, par rapport à la crise à laquelle on est confronté, la notion de désocialisation, elle est forte, elle est très présente. Et c'est effectivement un risque à évaluer et à adresser. Ce que ça va impliquer, ce que ça a déjà impliqué, on l'a déjà évoqué, on l'a un peu évoqué dans les différentes interventions, en tout cas de certains d'entre nous, c'est que j'ai beaucoup retenu le terme d'adaptation et pour cause, hein, adaptation, résilience, on est sur des sujets là qui sont cruciaux. Pour pouvoir minimiser le risque de désocialisation, en tout cas son impact, ça amène déjà un certain nombre de personnes, les acteurs de l'entreprise, le management, mais pas que, j'ai envie de dire tout un chacun, tout collaborateur, tout salarié, à apprendre à interagir autrement. On a un certain nombre effectivement d'outils qui permettent de minimiser malgré tout la désocialisation, en tout cas dans sa compréhension d'isolement, c'est-à-dire qu'on peut continuer effectivement à être en contact les uns avec les autres. Il y a le téléphone certes, mais il y a effectivement tous les outils, en commençant par celui qu'on utilise ensemble aujourd'hui, qui permettent de ne pas complètement basculer dans une rupture de lien social, dans de l'isolement, hein, par
rapport à ses pairs professionnels. Et en même temps, on a vu dans nos interventions que ça ne faisait pas tout, parfois ce n'était pas suffisant. Il y a effectivement des particularités culturelles. Alors, on parle beaucoup de l'Afrique et pour cause, mais j'ai envie aussi de dire que dans nos cultures latines, hein, pour parler de la France où je suis, différemment bien évidemment, mais le contact physique, le contact, j'ai envie de dire visuel direct, il est aussi effectivement important. Différemment, mais il l'est aussi. Donc, cette crise-là, finalement, nous amène à petit, à la fois apprendre à fonctionner autrement. On parlait du fait d'être confronté à des changements et de pouvoir, d'accepter de les accueillir pour pouvoir effectivement ne pas être happé, ne pas être mangé par cette crise et toutes ses répercussions, mais pouvoir être résilient. Hein. La résilience, elle implique une certaine dose finalement d'acceptation, c'est-à-dire le fait dont acte, c'est-à-dire que voilà à quoi on est confronté avec les consignes sanitaires, avec les consignes qui viennent de l'entreprise, qui viennent éventuellement des gouvernements, et voilà avec quoi petit à petit il va nous falloir apprendre à fonctionner, à travailler, à interagir. Donc il y a effectivement ce travail-là qui prendra forcément du temps, mais qui est important à réaliser, à accompagner par l'entreprise. Et puis on travaille beaucoup là à réfléchir, nous, et puis à accompagner les entreprises sur, j'ai envie de dire, sur notre faculté à être créatif par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés. Oui, il y a effectivement des limites auxquelles on doit faire avec un certain nombre de limites. Vous parlez de la distanciation sociale, on a parlé encore une fois des modifications dans la manière de travailler, mais peut-être qu'il y a quand même, sous certaines conditions, des manières de se retrouver, des temps conviviaux à réinstaller, peut-être un peu autrement, mais quand même à ne pas complètement les perdre. Donc, ce travail finalement de créativité dans la façon de penser et de réinventer, ou en tout cas de modifier le lien social. Alors, tout à fait. J'entends souvent parler maintenant de e-apéro, e-after work. Quelques exemples. On e-ease toutes les pratiques de l'entreprise. Je pense qu'il faut... On va être amené à être encore plus créatif que ça parce que, comme vous le dites, on ease et si on fait dans le trop, on va avoir les inconvénients, des avantages de ces outils-là. Exactement. C'est vrai que ça, on a fait partie là pendant cette période de crise. Il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place. Très bien. Peuvent être utiles, mais encore une fois, attention, vigilance, de ne pas tout effectivement dématérialiser, pour le dire autrement. Tout à fait. Merci beaucoup, Karen. On ne pourra jamais finir le sujet en si peu de temps. Maintenant, je vais m'adresser peut-être à Agnella pour qu'elle nous parle un peu de tout ce qui concerne la dimension culturelle. Agnella, selon votre expérience aujourd'hui avec l'apparition de ces gestes barrières, l'apparition de la distanciation, certains parlent de distanciation physique, d'autres parlent de distanciation sociale. On sait que dans le contexte africain, c'est assez particulier. Comment vivez-vous ce choc culturel, si j'ose m'exprimer ainsi, dans vos interventions? Remettez le son, voilà. Alors, comment est-ce que je vis moi ou les entreprises? Les entreprises, comment vivent-elles cette nouvelle donne? Disons pas très bien dans la mesure où les habitudes nous permettent finalement de nous rassurer, voilà. Donc on nous a un peu violemment freinés et arrêtés dans nos habitudes et il faut se reconstruire, il faut repartir. Il y a des éléments en lien avec notre culture dont on est amené à s'éloigner. Après, moi je dirais peut-être le conseil, le partage d'expérience en toute chose, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de voir ce qu'il est quand même possible de continuer à déployer avec finalement ce changement, ces changements que nous sommes amenés en fait à instaurer. On a beaucoup parlé effectivement de voilà, c'est vraiment effectivement l'ère, on va dire, de la digitalisation, mais les managers, les dirigeants, les entreprises, avant d'instaurer des nouvelles façons de faire,
quand même, hein, le lien, enfin, je veux dire, la base, ça reste de pouvoir, ça reste vraiment pouvoir se connaître sa culture, connaître ses équipes et voir ce qu'il y a vraiment, comment dire, ce qui est pertinent de pouvoir justement mettre en place et qui reste possible de mettre en place et qui pourra finalement, voilà, permettre de prendre ce virage-là de la façon la plus douce, je dirais, possible. Alors, je vais vous poser une question peut-être plus provocante. Est-ce que vous pensez que, parce que ce qui va se passer, c'est clair, l'Occident va définir de nouvelles règles. Déjà, l'impact de la crise en Afrique n'est pas le même que dans les autres continents, mais l'Occident va définir de nouvelles règles et qu'il va essayer de généraliser dans dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que nos entreprises africaines devront adopter ces règles définies au niveau de l'Occident par rapport à leur contexte en termes de distanciation physique, en termes de gestes barrières, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent qu'on le prenne comme tel, de manière subie ou acceptée? Non, voilà. À question directe, réponse directe, moi je vous dirais que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, personnellement, quand on s'appelle Agiloya, c'est pour adapter des best practices à nos réalités terrain, à nos réalités locales. Donc je ne crois pas en des schémas, en des solutions qu'on va plaquer dans tous les environnements. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment aujourd'hui, le terme se connaître et connaître son environnement, connaître la culture, elle reste fondamentale. Parce que c'est compte tenu de cette réalité, parce que dans le monde, il y a plusieurs réalités en fait, hein, c'est compte tenu de cette réalité-là qu'on va pouvoir justement observer et définir les meilleures pratiques, mais qui sont adaptées. Donc, ma réponse, elle est, il ne faut pas faire du copier-coller pour faire du copier-coller. Donc ça veut... ce qui a fonctionné et ce qui va correspondre à nos environnements et à nos réalités, à nous, à chacun. Il faut en réalité, tout à fait. En réalité, le problème, c'est que ça risque d'être des règles obligatoires. Et donc, effectivement, nous allons peut-être entrer dans une phase de résistance ou de création, d'imagination, d'innovation. Il faut tenir bon et se dire, voilà, moi j'ai fait autrement et ça fonctionne aussi. Très bien. On va passer à une troisième question qui concerne la théorie, les théories de management et de coaching. Monsieur Kui, aujourd'hui, vous êtes d'accord que beaucoup de théories de management, de coaching, de cohésion d'équipe reposent sur cette proximité physique, hein? Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est le team building, où le DG et le gardien vont se retrouver dans un match de foot ou bien en train de grimper un arbre pour vraiment développer des liens affectifs physiques qui vont créer, renforcer la cohésion d'équipe. Or, toutes ces nouvelles règles qu'on est en train de nous annoncer qui vont arriver semblent aller à l'encontre de tout cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a lieu de retoucher nos théories du management et du coaching? Oui, Abdoul, l'être humain a cette faculté justement, tout comme d'ailleurs le thème abordé ce jour, l'entreprise elle-même, l'être humain a la faculté justement de s'adapter. Le premier élément qui conduit justement la logique de résilience, c'est d'abord l'homme. C'est lui-même qui se montre d'abord résilient et qui applique la résilience à la vie de l'entreprise. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire, hein. En termes de management, l'individu va s'adapter. Regardez par exemple, manager, c'est quoi? C'est prendre toutes les ressources à sa disposition, ressources matérielles, financières et humaines, et les optimiser de manière justement à atteindre les résultats. Mais ce dispositif peut être atteint même dans les circonstances actuelles de distanciation. Regardez par exemple comment nous, on a travaillé ici à la cellule. C'est vrai qu'avec la crise qui a éclaté, beaucoup de collaborateurs se sont pratiquement retrouvés à la maison. Donc, la grande question en termes de management qui se pose, comment on supervise des collaborateurs qui sont installés à des kilomètres de soi et que souvent, on ne voit pas. Donc, la première des choses, comment lire justement leurs états émotionnels. Parce que manager, c'est être proche des collaborateurs, les comprendre, être à leur écoute, les coacher et les pousser à un meilleur engagement et une meilleure motivation pour aller au résultat. Mais lorsqu'ils se trouvent à des kilomètres de nous, eh bien, tous ces facteurs disparaissent, comme tu l'as bien souligné. Mais heureusement, nous avons à notre disposition aujourd'hui ces outils collaboratifs qui nous accompagnent et qui vont réduire la distance. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne passent pas une journée sans appeler le collaborateur. Chez moi, par exemple,
presque chaque jour, on a au moins une réunion Zoom où je les appelle juste pour prendre leurs nouvelles, ceux qui sont en télétravail, échanger avec eux. Et en échangeant, eh bien, j'arrive à supprimer, par exemple, la barrière, la distance. J'écoute leurs émotions, juste par le téléphone, la qualité de leur voix. Je sais déjà qu'est-ce qu'ils traversent. S'ils sont stressés, s'ils ils ont des difficultés, on peut déjà le ressentir. Ensuite, ces outils nous permettent au vu de les voir aussi. Donc, le collaborateur, le manager aujourd'hui doit pouvoir s'adapter en renforçant lui-même sa formation à l'utilisation de techniques managériales telles que, par exemple, l'intelligence émotionnelle. Être capable de lire les émotions de ses collaborateurs, rien qu'au téléphone, en le voyant sur Zoom, dans quel état il se trouve. Eh bien, toutes ces techniques vont le former justement pour ne pas simplement être désarmé parce que le collaborateur n'est plus à côté de lui. Mais est-ce que vous pensez que c'est le même impact? Par exemple, si on parle de cohésion d'équipe, de toutes les techniques de coaching, de team building, est-ce que vous pensez que ça a la même pertinence quand on est à distance et qu'il n'y a plus cette... Je ne dirais pas qu'il n'y a plus d'affectif. Certes, l'affectif existe puisque ça reste... Il y a des émotions qui sont créées. Mais cette absence de contact physique, de présence visuelle physique, et de proximité physique qui créait, selon les théoriciens en tout cas, cette notion qui cassait les glaces, qui brisait la glace entre des acteurs de l'entreprise qui ne se fréquentent pas. Est-ce que le fait de rester en distanciel, ça peut casser, briser cette glace-là? Oui, Abdoul, ces aspects, effectivement, peuvent manquer. Ces aspects peuvent manquer, mais encore une fois, une crise, elle vient et elle apporte sa rupture avec l'existant. Il appartient aux individus, aux managers que nous sommes, de voir comment combler ce gap, en nous formant, en nous adaptant. Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vrai, si on n'a pas le ressenti par le contact avec nos collaborateurs, eh bien, tous les autres aspects sont pratiquement comblés. On peut les voir, on peut les entendre. Et par cette technique, on peut déjà au moins arriver à combler un gap important. Mais c'est vrai que quand une crise éclate, évidemment, il y a des choses qu'on perd, il y a des choses qu'on gagne par la résilience. Au fur et à mesure que les contraintes se présentent, l'être humain s'adapte et se forme. Il devient résilient. Il va combler le gap par d'autres aptitudes. Et c'est justement dans cette logique que nous sommes. Il ne faut pas désespérer. Les techniques qui ont fait leur preuve l'ont fait avec un environnement interne et externe existant. Si de nouvelles conditions se présentent, l'être humain résilient va s'adapter. Merci beaucoup, Monsieur Cui. Monsieur Igor, Docteur Igor, il y a un des participants qui pose une question sur les notions d'ergonomie au travail. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour garantir une ergonomie permettant aux télétravailleurs de pouvoir exercer dans les meilleures conditions? Vous pouvez activer votre micro. Il y a ce qui est mis en place, mais il y a d'abord fait l'analyse de ce qui existe, il y a l'existant déjà. OK. Aujourd'hui, comme je vous ai dit toujours, il est important. Aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser un peu vraiment tous ces travailleurs aujourd'hui qui sont déjà avec des dispositifs, notamment des fauteuils ergonomiques et autres. Mais comme je dis, il est toujours important. Et là, je vais vous peut-être donner une information assez importante. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la notion de stress au travail aujourd'hui a un lien particulier avec les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs dans le dos et tout. Vous savez que plus, on s'est rendu compte que plus qu'il y a un niveau de stress est élevé, plus les travailleurs ont mal au dos. Alors aujourd'hui, si on n'arrive pas à régler ce problème de dos et qu'on se contente de seulement donner du fauteuil, est-ce qu'on a réglé le problème? Et ces travailleurs aujourd'hui, pour qui on n'avait pas réglé le problème, à qui on avait simplement donné des fauteuils dans une ambiance de stress permanent, vont se retrouver à la maison avec des fauteuils qui ne sont pas adaptés, avec des conditions qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'on est sûr qu'on va pouvoir régler ce problème? Donc, il y a une analyse à faire sur tout cet environnement-là, toutes ces mesures qu'il y a, qu'on devait pouvoir regarder de près avant de pouvoir orienter les travailleurs vers le télétravail. Donc, je pense qu'il y a quand même un dispositif à prendre en place pour pouvoir accompagner ces travailleurs qui sont en télétravail. C'est un véritable problème.
Et notamment aussi, vous savez, aujourd'hui, avec la notion de la vue, il y a les systèmes d'éclairage. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, on est sûr de l'éclairage qu'il y a dans le domicile de cette personne à pouvoir rester 8 heures de temps sur un ordinateur? Vous comprenez un peu l'impact qu'il y a aussi avec la vue. Donc, il y a tous ces aspects-là à regarder vraiment avant de pouvoir mettre certains travailleurs en télétravail. Voilà un peu ces petites réflexions que nous voulons partager avec vous. Ok. Très bien. Ben, écoutez, on me signale qu'il me reste 5 minutes. C'est juste le temps qu'il me faut pour donner la parole à chacun des intervenants pour qu'ils donnent leur mot de conclusion. En tout cas, je vous remercie infiniment pour la clarté et la brillance de vos exposés mutuels. Et j'ai beaucoup aimé la diversité et la complémentarité finalement de ce panel, puisqu'on a pu écouter un homme de presse, on a pu écouter un docteur, on a pu écouter des managers, on a pu écouter une psychologue. Donc, c'était vraiment extrêmement riche et ça nous a permis d'avoir une vision holistique de cette problématique. Et on va retenir, je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur certains constats qu'on pourrait dire. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, même si le mot semble galvaudé, il y aura un avant-Covid et un après-Covid. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La deuxième chose, c'est que la Covid a apporté des ruptures en termes de paradigme, en termes de mode de fonctionnement. Ça a le même impact que Taylor quand il introduisait la division sexuelle du travail dans l'entreprise au moment de la révolution industrielle. On est dans cette ampleur de changement aujourd'hui. Troisième chose, c'est le changement de valeur cardinale de l'entreprise. Passer de la prévision à l'adaptation, passer de la résistance à la résilience. Je prends par exemple juste sur les RH, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle est totalement remise en cause. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de GPEC dans un environnement où l'horizon, il se lie à 6 mois? Plus aucune entreprise n'a une visibilité sur 2 ans ou 3 ans, mais sur maximum 6 mois, 1 an et encore, et encore. Qui aurait pensé que l'année 2020 se passerait comme ça? Qui aurait pensé que l'année 2020 chamboulerait la vie de l'entreprise à tel point qu'on n'a plus le moyen? Bref. Donc, je pense que la résilience, l'adaptabilité aussi, ça a été beaucoup évoqué. Et pour conclure, des initiatives ont été prises ça et là, notamment celle de la presse avec M. Nianzou, pour proposer aux entreprises un guide qui leur permet de se y retrouver tant bien que mal dans cette période de transition. Pour finir, moi, je dirais juste ce que Agnella a dit, la crise est un moment de transition. Donc, ce n'est pas un moment négatif ou positif, c'est une situation qu'il faut savoir bien appréhender, accepter de ne pas la subir, essayer de l'accompagner, cette transition, pour pouvoir se retrouver à l'aise de l'autre côté du lac. Alors, je vais inverser la galanterie et cette fois-ci, je commence par M. Nianzou qui va faire son mot de conclusion et on va terminer cette fois-ci par les dames, toujours pour terminer, pour dire the best for last. M. Nianzou, 30 secondes pour conclure. J'ai l'impression qu'il a un problème. Vous me suivez? Oui, M. Nianzou. D'accord. Merci encore. Je tiens encore à vous remercier et à remercier ce grand moment que vous avez initié à travers ce congrès international. Je ne peux que conclure en m'adressant justement de façon générale à la presse de Côte d'Ivoire. En fait, on leur dit simplement qu'il faudrait qu'aujourd'hui la presse, de façon générale, s'adapte vraiment à la réalité. Donc, repense le business, revoit les façons de travailler en s'adaptant avec les nouvelles techniques qui s'y prêtent justement face à cette pandémie-là. C'est important. Et c'est valable aussi pour les entreprises aujourd'hui. Elles doivent s'approprier les nouvelles techniques qui sont là, qui leur permettront de pouvoir rester toujours viables et productives. C'est important. C'est vrai que dans certains cas, cette technicité-là nous éloigne peut-être de nos personnels, nos différents personnels,
mais on est obligé de faire avec justement par moment pour être beaucoup plus positif. Il n'y a pas il y aura toujours ou bien des innovations justement qui seront présentes là chaque fois qu'il y aura des situations se présenter. Et au niveau de la presse, on ne doit pas rester en marge. On doit véritablement s'adapter pour être une presse viable et positive. Merci. Merci beaucoup, M. Nianzou. Merci infiniment. Monsieur Dr Igor. OK. Alors, merci. Je vous remercie pour vraiment cette opportunité de partage. Mais je voulais, comme mot de fin, parler d'abord de revenir sur la notion de prévention aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on a été confronté au fait qu'aujourd'hui, la notion de prévention n'était pas trop dans nos préoccupations. Je parle aux chefs d'entreprise, je parle au RH. Il faudrait qu'aujourd'hui, en matière de capital humain, qu'on soit vraiment plus regardant sur la notion de prévention. Et d'autre part, dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans les entreprises, on a eu à gérer à l'époque des cas de tuberculose qui entraînaient des distanciations et tout cela, sans que ça soit vraiment au cœur des préoccupations pour tout le monde. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Ça nous permettra aussi de pouvoir bien développer ces notions de prise en charge, ces distanciations, ces problèmes de maladies aériennes, comme je l'ai dit, par rapport au cahier des charges de la gestion de la climatisation et de la distanciation sur le travail. Et pour terminer, dire que c'est une véritable opportunité pour nous. On en parlait depuis des années. Comme aujourd'hui, on pouvait aujourd'hui suivre les travailleurs avec des outils à distance, avec la digitalisation, comment le médecin pouvait sur le travail gérer tous les risques santé à partir d'outils. Et je pense que même en étant en télétravail à la maison, le médecin qui est sur le travail pourrait savoir qu'est-ce qu'il y a comme risque sur ces travailleurs-là. Et je remercie vraiment, je ne dirais pas merci. Mais je remercie tout le monde, je remercie HCLC Stimulus pour cette opportunité. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci docteur. Je donne la parole à monsieur Ignace pour 30 secondes. Merci à tous les organisateurs. Ça a été un très beau projet de réunir tous ces experts. J'ai beaucoup appris de par toutes les présentations qui ont été faites. Et je voudrais dire que nos entreprises aujourd'hui ne doivent plus se concentrer uniquement à créer la meilleure solution aux problèmes identifiés, parce que ces problèmes peuvent changer. Ils ne doivent plus se concentrer à créer les produits ou services les plus sophistiqués, parce que les exigences peuvent changer et le marché lui-même s'évanouit. Donc, pour terminer, je voulais juste citer une partie de la fable d'Ésope. Dans cette fable du roseau et justement de l'olivier. Alors, il dit, un vent violent ayant soufflé, le roseau qui était secoué et ployé sous la tempête se tira d'affaire facilement. L'olivier, au contraire, qui s'était raidi contre le vent, fut brisé brutalement. Aujourd'hui, nos entreprises ont des leçons à tirer. Allons plutôt, n'est-ce pas, au développement par la résilience plutôt que par la résistance. Merci infiniment. Je pense que les deux R sont bien placés. Agnella? Alors, moi, je voulais juste encore une fois, effectivement, rappeler que, comme on l'a dit, une crise, c'est un moment de transition. On ne se le souhaite pas, mais une chose qui est sûre, c'est que ce qui est impermanent, c'est l'impermanence de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise nous a frappés parce qu'elle nous a tous concernés. Demain, il y en aura certainement d'autres. Donc, la résilience, effectivement, elle va se développer par la prise de conscience que, je veux dire, demain n'est pas certain et de changer un peu le prisme et d'être plutôt dans une anticipation, de se dire, en fait, j'ai forcément les ressources pour pouvoir me réinventer, pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et cela, ça a été, je pense, la principale des leçons que cette crise, en fait, a apporté dans nos environnements professionnels. Voilà ce que je dirais pour la fin. Merci infiniment, Agnella. Et pour clôturer le tout, Karine, qui va terminer. Alors, à mon tour de tous vous remercier pour vos interventions riches et très intéressantes. Écoutez, pour clôturer, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir se projeter vers demain, ce que cette crise finalement nous dit, c'est ce besoin de se préparer à s'adapter, en étant ouvert aux changements qui nous arrivent, en étant conscient et en comprenant tout ce que l'on a vécu, donc en étant vraiment dans l'apprentissage,
en capitalisant sur les bonnes pratiques que l'on peut dégager et pour finir, en étant attentif à soi et aux autres. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de vos interventions particulièrement riches, expertes et appréciées. J'ai été honoré de modérer cet échange. J'espère que je l'ai fait et si je me suis mal pris, je m'en excuse. Je vous souhaite une excellente journée et je remercie également HLC pour cette initiative qui est une belle initiative. Bravo à tout le monde. Et nous vous disons à très bientôt. Le cycle des conférences se poursuit toute cette semaine. En espérant vous retrouver très vite. À bientôt et merci. Merci. Merci à tous. Merci à notre modérateur. Merci. Merci Au à revoir. tous. Merci au modérateur. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.